première modération. La première modération, c'est de demander aux panélistes de modérer le temps. La deuxième modération, c'est de demander à l'assistance un peu plus d'indulgence pour le temps très long et l'attente très longue qu'ils ont subi jusqu'ici. Nous allons donc commencer par M. Mansour Ndiaye, qui est représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie. Nous allons lui demander en quelques mots de nous démentir l'idée saugrenue et totalement fausse selon laquelle le Programme des Nations Unies ne s'intéresse absolument pas au secteur privé. Et donc il nous parlera du rôle du secteur privé dans le financement de l'agenda 2030. Monsieur le représentant résident, vous avez la parole. Si quelqu'un pouvait lui donner un micro, ce serait peut-être plus efficace. Sinon, je lui donne le mien. Merci bien. Bien, bonjour à tous. Merci, monsieur le modérateur, chers collègues, chers invités. Je crois que je viens de recevoir une provocation de notre cher ami le modérateur, indiquant que le PNUD ne s'intéressait pas au secteur privé, mais vous avez tous compris que c'était une boutade. Il va de soi que nous sommes très engagés dans toutes les activités donc concernant le secteur privé, et notamment le patronat, qui est l'un de nos partenaires principaux. Pour être un peu plus précis sur la thématique sur laquelle on m'a demandé de me prononcer, qui est celle donc du financement du secteur privé dans le cadre des objectifs de développement durable. Comme vous le savez, ces objectifs de développement durable sont un agenda mondial qui vise à promouvoir un développement inclusif, un développement durable et qui puisse bénéficier donc à l'ensemble des pays, des communautés et des populations. Dans ce cadre, 17 objectifs ont été arrêtés avec un objectif en particulier qui porte sur l'économie bleue, c'est l'objectif 14. Et donc il est important, je pense, dans ce cadre, de bien comprendre non seulement les liens, les opportunités, avant de parler même du financement. Un point important, c'est que l'économie bleue, comme vous le savez, et dans le cadre des objectifs de développement du millénaire, a une contribution qui est transversale. De la pauvreté, qui est l'ODD 1, en parlant également de la lutte contre l'insécurité alimentaire, la création d'emplois, la croissance, l'industrialisation, la préservation de la ressource. Donc c'est un objectif qui en fait a un impact qui est systémique, qui touche à beaucoup de dimensions, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ça va bien au-delà de la simple pêche, mais ça parle vraiment de l'ensemble de l'écosystème et comment ces différents éléments se renforcent mutuellement pour créer une dynamique vertueuse. Dans le cadre donc de la Mauritanie en particulier, il faut savoir que l'économie bleue est intégrée complètement dans la SCAP, donc la Stratégie nationale de développement, et les ODD par donc à la même occasion. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'énorme potentiel dont bénéficie la Mauritanie donc en matière d'économie bleue. Rien que le secteur de la pêche constitue à peu près 3% du PIB. On parle de 16% des recettes publiques, 25% des exportations et près de 220 000 emplois directs et indirects. Donc c'est un secteur qui pèse. Et c'est un secteur qui peut être utilisé pour être un catalyseur, un accélérateur, non seulement de la croissance économique, mais surtout de la transformation économique du pays. Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de cette économie bleue, de la pêche, donc de tout ce qui est écotourisme, les questions liées à la protection, à la préservation de la ressource, le fret, c'est tout ça l'économie bleue. Ça va bien au-delà de la simple pêche, mais pourquoi est-ce qu'on en parle en particulier donc, dans ce contexte-ci? Pour un acteur du secteur privé,
ceux qui veulent l'entendre, ce sont des opportunités d'investissement. Et on est au cœur justement de cette dimension-là. Dans le cadre de la stratégie nationale de développement, vous avez près de 400 projets structurants à fort impact, avec une enveloppe financière d'environ 10 milliards de dollars. Voilà pourquoi les objectifs de développement du millénaire, inscrits dans la CAP, doivent être une priorité pour le secteur privé. Parce que ce sont des opportunités d'investissement, ce sont des opportunités de faire des affaires. Il ne s'agit pas simplement de rendre service, mais c'est un investissement qui peut rapporter, donc gros, je veux dire, aux acteurs du secteur privé. Je pourrais donner quelques exemples donc dans le cadre de ces projets. Dans le programme, j'ai vu le port de Tanit, c'est l'un de ces projets structurants qui se trouve dans la stratégie nationale de développement. On parle également donc, de l'opérationnalisation donc, du port de Ndiago, voire d'autres investissements, notamment dans les questions de chaîne de valeur, que ce soit la transformation de la ressource en farine, en huile, en conserve, mais surtout, c'est de se positionner dans le cadre donc, de l'opportunité du marché qu'offre la ZLECAf, donc la zone continentale de libre-échange africaine, qui est une opportunité pour la Mauritanie de faire valoir donc, ses potentiels en matière d'exportation, mais basé surtout sur une valeur ajoutée. L'idée, c'est vraiment de créer de la valeur à partir de la ressource. On peut également penser donc en termes d'économie bleue à toutes les opportunités, comme je le disais, en matière de tourisme côtier, en matière de fret aérien, de fret maritime, je veux dire. Et donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont aussi importants donc, pour le secteur privé. On peut également penser à des approches de développement, d'initiatives telles que l'aquaculture, qui peuvent être donc très porteuses. On peut parler également donc, de la gestion donc, des déchets qui peuvent polluer l'environnement marin et donc beaucoup d'autres opportunités. Mais parlons maintenant chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de financement pour le secteur privé? Ici, on parle de 19% du PIB. Ça, c'est l'évaluation minimale par an, où il peut y avoir des investissements intéressants donc, dans le cadre du développement du millénaire. Et lorsqu'on se réfère à la première, j'allais dire, partie donc, de la SCAP, qui a donc couvert la période de 2016 à 2020, le financement nécessaire pour mettre en œuvre les 16 programmes structurants, c'était 10 milliards de dollars. L'État a réussi à mobiliser environ 7 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une opportunité pour le secteur privé de s'investir au moins à hauteur de 3 milliards de dollars. Et des investissements, comme je dis, structurants. Des investissements qui rapportent, qui sont rentables et qui peuvent être très bons pour le secteur privé. D'autant que sur la même période, nos estimations montrent que le secteur privé avait une capacité de mobilisation d'environ 10 milliards de dollars. Donc ici, la problématique, c'est comment faire le lien, comment aligner ces opportunités avec donc, la capacité de financement donc, du secteur privé. Alors, ceci étant, la question maintenant, c'est de savoir quel véhicule approprié mettre en place. Et je vais vous donner quelques exemples. Un pays tel que le Cap-Vert ou le Bénin ont mis en place des obligations bleues, ce qu'ils appellent les Blue Bonds. Le Bénin a pu lever ainsi 500 millions d'euros pour investir dans les ODD. Donc on parle quand même de montants très importants et qui peuvent vraiment être aidés, non seulement à être utilisés directement, mais également à utiliser pour faire du de-risking, c'est-à-dire que utiliser ces ressources comme une opportunité donc d'attirer davantage donc, de capitaux privés. Dernier point sur lequel donc, je voudrais m'appesantir, c'est les perspectives. Je vois que monsieur le modérateur me regarde déjà, ça dit qu'il va récupérer son micro. Les perspectives, c'est créer justement cette plateforme d'échange entre le secteur public et le secteur privé pour qu'on ait une meilleure connaissance de ces opportunités. Ça demande également des opportunités de formation du secteur privé. Formation, accompagnement, non seulement en termes de politique de normalisation, puisqu'il s'agit d'avoir des produits qui peuvent faire également l'objet d'un commerce international, suivant des approches donc normées,
mais également créer cet environnement propice. Comme vous le savez, en Mauritanie, nous avons le Conseil supérieur de l'investissement. L'idée, c'est justement d'avoir cette plateforme, de l'élargir avec un suivi périodique qui permet justement d'avoir cette plateforme d'échange entre les acteurs du secteur privé et les acteurs du secteur public pour poursuivre, avoir une meilleure connaissance de ces opportunités et pouvoir vraiment donc en tirer donc plein parti. Et je dirais également, donc, pour conclure, que le PNUD notamment travaille avec l'agence mauritanienne de promotion des investissements, l'APIM, pour prévoir justement ce genre d'opportunités. Nous travaillons sur ce que nous appelons la cartographie des investissements, donc dans les ODD. Cette cartographie des investissements vise justement à donner à un acteur du secteur privé plus de connaissances sur les opportunités, les taux d'investissement, les lieux, comment donc pouvoir tirer pleinement parti de ces opportunités-là. Et c'est un produit que nous allons très bientôt lancer donc avec notre partenaire qui est l'APIM. Je crois qu'il est également important, lorsqu'on parle du secteur privé, de ne pas voir que les grandes entreprises, mais également de voir les micro, petites et moyennes entreprises. D'avoir cet accompagnement, les jeunes entrepreneurs, l'entrepreneuriat féminin, de pouvoir faire du coaching, de les accompagner justement dans le développement de ces opportunités-là. Enfin, je pense qu'il est également donc important de faciliter, bien sûr, l'accès au crédit pour les jeunes. Donc, qu'ils puissent avoir donc les moyens de démarrer des initiatives. Je dirais donc que les opportunités sont là et notre rôle à nous, donc le Programme national des Unies pour le développement, dans ce contexte-là, c'est justement de créer cette plateforme, de faciliter les échanges, de mieux faire connaître les opportunités et d'engager le secteur privé à devenir des champions nationaux. Parce qu'il nous faut ces champions nationaux pour vraiment investir donc, dans cette dynamique de transformation que nous souhaitons. Je vais m'en arrêter là. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant résident. Vous aurez bien compris, mon propos préliminaire était diffamatoire et je vous prie de m'en excuser. Notre deuxième représentant est le conseiller spécial du président de l'autorité de la zone franche, qui lui devait être là, mais malheureusement il n'est pas avec nous. Et à lui, on va donner aussi une autre idée reçue, mais je ne doute pas qu'il va la démentir. Alors dites-nous, Nouadhibou étant donc la région, la ville de la pêche par excellence, comment une autorité de la zone franche peut-elle s'accommoder d'un stockage insuffisant, d'une congélation insuffisante et d'une production qui est à développer? Vous avez la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salam ala Rasulullah. Donc au nom du président de la zone franche qui a été empêché, et j'ai l'honneur de le représenter aujourd'hui pour vous donner une présentation succincte, mais j'espère intéressante sur la zone franche, en démontrant évidemment la place qu'elle occupe dans le secteur, la ville de Nouadhibou, et surtout axé sur les avantages fiscaux, douaniers et de change et les différentes opportunités qu'elle offre pour les investisseurs étrangers qui débarquent à Nouadhibou, pour lesquels nous avons préparé une batterie de mesures incitatives à leur égard pour leur permettre de se présenter. Donc à travers une présentation de la zone franche, de son contexte juridique, de son contexte réglementaire, mais aussi de son guichet unique qui est la pièce maîtresse ou l'interface des investisseurs, et aussi présenter les projets structurants qui sont mis à la disposition des investisseurs. Donc d'abord, nous devons parler, pour vous permettre de mieux connaître la zone franche, de vous parler de son contexte juridique. La zone franche, en effet, a été créée par l'État mauritanien par une loi promulguée en 2013, la loi 2013-01 du 3 janvier 2013. Et cette loi met à la disposition de la zone franche des aires de développement prioritaires au sein de la région de Dakhla Nouadhibou qui sont aménagées pour les investisseurs. D'autre part, pour lui permettre aussi de créer des zones de développement spécifiques dans son cadre de plans de développement structurel sur le long et le moyen terme,
à travers la spécification et la désignation des zones spécifiques pour les activités de l'industrie, le commerce, le tourisme, la pêche, la transformation des produits de la mer. Cette institution zone franche qui a pour tutelle la présidence de la République pour lui permettre de jouir d'une place importante et de pouvoir être en interface crédible des investisseurs, est supervisée par un conseil supérieur d'orientation stratégique, l'EXOS, qui est présidé par le président de la République lui-même, ce qui démontre l'importance qui est accordée à la zone franche et les moyens qui sont mis à disposition pour devenir une zone attractive et un pôle hub international de compétitivité mis à la disposition des investisseurs. Elle est gérée par une autorité de la zone franche, la NZF, qui est dirigée par son président, qui est en rang de ministre et qui est sous la tutelle de la présidente de la République et doté d'un conseil d'administration qui est présidé aussi par le président de la zone franche et dans lequel il y a l'ensemble des départements ministériels qui sont représentés. Effectivement, c'est pour qu'il y ait une vision globale de la zone franche à travers la participation de l'ensemble des départements ministériels. L'État aussi a mis à la disposition de la zone franche créé un centre de régulation qui est chargé de réguler les relations internes dans la zone franche entre la zone franche elle-même et les investisseurs et les différents représentants des départements déconcentrés dans la ville de Nouadhibou. La zone franche s'est fixée un certain nombre de secteurs prioritaires, dont notamment la pêche et la transformation des produits de la mer. Comme le modérateur l'a signalé, vous savez que le pays est l'un des pays les plus riches en produits halieutiques. Et par conséquent, la zone franche s'est fixée comme un objectif de valoriser ce produit après de nombreuses décennies qui ont été orientées essentiellement vers le débarquement et l'exportation du produit. Donc la priorité est devenue donc la transformation, qui est une source de création d'emplois, qui est une source d'entrée de devises et qui permet la valorisation de notre produit. Et nous veillons à ce qu'un label zone franche de Nouadhibou soit créé. Et d'ailleurs, je félicite les organisateurs de cet événement et les départements d'avoir eu le privilège de lancer un premier salon, une première expérience qui permettra au pays d'avoir une souveraineté sur ce plan et de pouvoir avancer. C'est une première expérience, mais qui a de l'avenir dans le futur, Inch'Allah. Nous espérons que cette première pourra continuer. Donc la transformation est notre pierre angulaire et notre cheval de bataille dans la zone franche, compte tenu de son importance. Et aussi les industries manufacturières, parce que nous veillons à ce que nous souhaitons l'installation ou la création d'un tissu industriel à Nouadhibou qui va être un développement durable dans le secteur qui est basé sur une ressource intarissables qui sont les produits de la pêche. Nous avons encore donné une priorité pour le tourisme et nous avons aménagé une zone spéciale de Kabano qui est destinée aux investissements pour lequel nous encourageons les investisseurs pour s'y installer compte tenu de la qualité des sites, de la beauté du paysage et de la qualité du climat. Le commerce et les services ont aussi leur place parce que les commerçants, évidemment, ils bénéficient de tous ces avantages et par conséquent, nous voulons qu'ils soient encore une source d'approvisionnement du pays pour des produits qui sont exonérés. Nous espérons que ça va faciliter la tâche pour les citoyens de Nouadhibou d'abord et pour le reste du pays d'avoir des produits de qualité à des bons prix. Les activités relatives au transport et la logistique aussi ont leur place dans la politique de la zone franche. Bon, pour tout ça, nous avons créé notre interface avec les investisseurs. C'est notre guichet unique. C'est la porte d'accueil pour les investisseurs. Et là où ils trouveront
l'ensemble des administrations concentrées dans les guichets uniques. C'est-à-dire ça permettra aux investisseurs d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour la création de leurs entreprises, pour l'agrément, pour l'enregistrement, et éviter les tracasseries et l'administration administrative par ailleurs, et les sécuriser aussi à travers la loi qui nous impose de délivrer les agréments ou les rejeter pour les investisseurs dans un délai maximum de 5 jours. Donc, par ceci, notre guichet unique a attribué 593 agréments. Pour le moment, nous avons 200 sociétés actives opérationnelles qui ont pu créer à ce jour 5272 emplois directs ou indirects. Nous avons 32 projets en cours d'installation pour un coût d'investissement d'11 milliards de MRI et qui devront créer dans le futur 3 987 emplois directs ou indirects. Le volume des investissements, c'est les 5 dernières années, est de 17 milliards MRI. Pour les investisseurs, évidemment, et ce qui est très important pour eux, c'est les avantages fiscaux, douaniers et de change qui sont octroyés par la zone franche pour les investisseurs. Notre régime fiscal, qui est très attractif, permet une exonération pratiquement totale pour les investisseurs, c'est-à-dire en matière de BIC, par exemple, il y a une exonération totale jusqu'à la 7e année et un taux de 7% de la 8e à la 15e année et un taux de 25% à partir de du 16e exercice où on revient au droit commun. Pour l'ITS, évidemment, ça c'est pour l'ITS et pour les taxes locales, elles demeurent devront être évidemment versées par les investisseurs. C'est celles qui sont. Bon, mais pour les sociétés étrangères, nous avons plafonné à 20% l'ITS pour les salariés expatriés travaillant pour des entreprises prioritaires. Et la seule chose qui est payée par les investisseurs, c'est une redevance d'administration de 2% du chiffre d'affaires annuel des entreprises agréées. Notre régime douanier aussi est attractif lui aussi. Les importations du territoire douanier mauritanien et de l'étranger sont exonérées de toute taxe, impôt ou redevance, y compris la TVA. Pour les exportations des poissons, ici de la zone franche, exonérés de toute taxe et droits, évidemment seulement les produits qui sont transformés. Et cette transformation est déterminée par un certain niveau d'investissement, d'élaboration du produit qui permettent aux gens de bénéficier de cette exonération. Certains produits de première nécessité et les produits de pêche, c'est-à-dire à l'état brut, sont exclus de ces avantages. Nous avons aussi un régime de change dérogatoire au régime de change commun, liberté de transfert des fonds à l'étranger pour les diverses opérations courantes, distribution des bénéfices ou dividendes uniquement après paiement des taxes et droits en vigueur, conservation des devises sur des comptes à l'étranger, si et seulement si l'activité principale est tournée vers l'exportation. Nous avons aussi des conditions spéciales pour un régime prioritaire, pour lequel l'éligibilité dépend évidemment du montant de l'investissement, de l'expertise technique, de l'impact sur l'emploi, de l'impact sur l'environnement et des délais de réalisation. Nous avons également aussi une batterie de projets structurants qui sont mis à la disposition des investisseurs pour lesquels nous accordons une grande importance et pour lesquels nous souhaitons évidemment l'arrivée des investisseurs. Évidemment, la zone franche est déjà en contact avec de nombreux investisseurs qui ont exprimé leur intérêt pour ces projets structurants et qui ont bénéficié récemment dans un comité interministériel il y a une semaine ou 10 jours de les avoir intégrés dans le portefeuille des PPP, ce qui va faciliter leur réalisation. Dans le cadre du schéma directeur opérationnel, notre SDO, et du plan de développement pluriannuel, le PDP, de la zone franche de Nouadhibou, 4 projets ont été retenus comme prioritaires et attractifs pour le secteur privé. Le port en eau profonde, le pôle touristique, le nouvel aéroport et le pôle halieutique.
Pour le port en profonde, qui est d'ailleurs une nécessité, comme vous le savez, pour le moment, il y a toutes les marchandises qui viennent de l'étranger, qui doivent débarquer à Nouadhibou pour un problème de terrain, d'eau et l'impossibilité d'accoster à leur état où ils arrivent aux eaux mauritaniennes. Ils sont dans l'obligation de continuer sur Abidjan ou Dakar pour débarquer une partie importante de leurs marchandises pour revenir après à Nouadhibou pour pouvoir accoster et débarquer ce produit. Donc le port en profonde est une nécessité qui va nous permettre aussi de domestiquer dans le futur nos produits halieutiques et qui va permettre de développer les débarquements au niveau du port de Nouadhibou, les opérations aussi de transbordement. Et ce port, il bénéficie de certains appuis, tels que la baie de Nouadhibou, un climat favorable toute l'année, une baie protégée qui dispose de profondeurs naturelles importantes et d'une grande stabilité de fond maritime, permettant ici un projet portier à coût exceptionnel, peu élevé. Le site portier aussi, la proximité de corridors de transport, routes et voies ferrées, une mutualisation avec la CIM. La possibilité de gestion rapprochée entre les infrastructures du complexe portier de Nouadhibou, des activités industrielles concentrées à proximité facilitant la mise en œuvre des plans et prétention de risque des plans de sûreté maritime. Possibilité d'une organisation des services portiers, le pilotage, le remorquage, l'amanage, optimisé en raison de la proximité immédiate des autres terminaux. Évidemment, il y a des grands projets aussi qui sont en cours et pour lesquels le port en eau profonde sera une chance pour leur permettre de voir le jour. Les minerais de fer pour la SNIM qui est actuellement à 13 millions et qui vise les 18 millions en 2024 et 40 millions en 2030 avec les partenaires de Glencore et de Sabic. Et d'autres projets comme l'hydrogène vert et les autres projets d'énergie qui nécessitent vraiment la proximité d'un projet d'une certaine envergure et d'un certain gabarit. Donc, je voudrais aussi parler de l'importance évidemment de la zone exclusive de Nouadhibou, les zones poissonneuses du monde. En une minute, bien entendu. Hein? En une minute. En 10 minutes. En une minute. En combien? Une minute. Une minute. Ah, donc, ok. Je vais parler alors, donc nous avons notre station de traitement des eaux usées qui est destinée à 90 usines. Et nous avons notre projet compétitif, pôle compétitif, qui est extrêmement important, d'un PCH, pour principal objectif la domestication de l'activité de pêche et donc la transformation et la valorisation des produits. Nous avons créé 39 complexes et 15 sont en phase d'exploitation, qui ont permis d'augmenter le volume des exportations de 163 tonnes en 2013 à 615 000 tonnes en 2021 et augmenter la capacité de congélation, comme vous l'avez demandé, de 15 000 tonnes en 2013 à 100 000 tonnes en 2022 et la capacité de stockage de 617 en 2013 à 5 527 tonnes en 2022. Merci. Monsieur Mohamed Habibullah, vous êtes directeur général adjoint de l'Agence de promotion pour les investissements en Mauritanie. On sait très bien combien les investissements attractifs sont importants dans un pays en développement comme le nôtre. Dites-nous quelle est l'action de votre agence dans le domaine de l'économie bleue, dont on sait l'importance et l'apport dans la production nationale et la valeur ajoutée dans ce pays. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion pour parler de ce thème. C'est un thème d'ailleurs qui est très important. Investir dans le domaine de l'économie maritime, de l'économie bleue, de l'économie des océans ou de l'économie durable sont toutes des appellations pour qualifier cette activité. Ce thème est très important du point de vue tout d'abord qu'il présente un nouveau mode de développement durable, une nouvelle vision pour exploiter et gérer les ressources halieutiques. Donc, c'est une nouvelle vision pour développer une économie avec une durabilité certaine.
Le thème est très important aussi du point de vue qu'il représente pour notre pays. Comme vous le savez, qui a été déjà mentionné tantôt, notre pays, à l'instar des autres pays africains, dispose d'un potentiel important dans ce domaine. Déjà, on peut parler de 754 km de côte avec des centaines d'espèces de poissons et d'autres ressources halieutiques. Il est important aussi du point de vue de sa contribution dans l'économie du pays, de sa contribution dans la création d'emplois et dans la balance commerciale de notre pays. Donc, pour moi, je qualifie que c'est un thème très important qui doit avoir, en tout cas, l'intérêt d'être discuté. Malheureusement, avec toutes ces ressources dont dispose notre pays, ce potentiel reste, à mon avis, sous-exploité ou bien non valorisé. Pourquoi? Je pense qu'il y a un problème d'absence de transformation ou d'industrie de transformation de ces produits. Donc, qui parle de la transformation et de l'industrialisation, on parle déjà d'une activité énorme. Donc, cette activité ou toute activité demande qu'il y ait un investissement. Donc, déjà, pour avoir des investissements, il faut aussi qu'on parle de certaines mesures préalables pour attirer ou pour drainer les investisseurs et les investissements. Donc, de ce point, je vais essayer en tout cas de présenter l'état des lieux du climat des affaires en Mauritanie et les réformes qui sont en cours et les réformes en perspective. Comme vous le savez, bien sûr, notre pays, l'investissement dans notre pays est régi par le Code des investissements, qui est une loi de dérogation ou dérogative au droit commun. Et cette loi qui date de 2012, qui a été révisée à plusieurs reprises, présente 3 régimes d'investissement. Donc le Code des investissements mauritanien, qui est bien sûr en train d'être révisé, je vais en parler après, présente 3 modes d'investissement, 3 régimes d'investissement. Le premier régime d'investissement concerne les PME, les petites et moyennes entreprises. Donc c'est un régime qui est dédié pour les petites et moyennes entreprises qui respectent certaines conditions en termes de capital investi, en termes de création d'emplois. Le deuxième régime d'investissement que présente le Code des investissements, c'est le régime des zones économiques spéciales, qui aussi, de sa part, présente deux autres sous-régimes, qui sont les zones économiques spéciales et les pôles de développement, dont le port de Tanit, le Hod Sharqi et autres. Le troisième régime d'investissement, c'est un régime spécial qui est nommé convention d'établissement. C'est un régime spécial à négocier, c'est un régime relativement ouvert, avec plus d'avantages pour les investisseurs dans les domaines éligibles. Bien sûr, il y en a d'autres textes qui régissent aussi l'investissement en Mauritanie. Vous l'avez peut-être cité tantôt, la loi de la zone franche, la loi de 2013, la loi des PPP, partenariat public-privé, qui a été instaurée en 2017. Il y a d'autres lois et effectivement, il y a des secteurs qui ne sont pas régis par ce code des investissements, dont le secteur des mines, le secteur des hydrocarbures et le secteur de l'électricité. Donc, ils sont régis par d'autres codes. Généralement, ce sont les textes qui régissent l'investissement en Mauritanie. Ce dispositif d'investissement ou ce dispositif réglementaire est appuyé aussi et assisté par un dispositif institutionnel. Donc, ce dispositif institutionnel qui a été renforcé tout récemment, comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, dans son programme Tahoudati, s'est engagé de promouvoir l'investissement. Et ça a été matérialisé par la création récente d'un Conseil supérieur pour l'investissement. Ce conseil qui est présidé par son Excellence Monsieur le Président de la République. Ce conseil aussi est assisté par plusieurs comités interministériels. Le comité interministériel de promotion des investissements, le comité interministériel de la compétitivité, le comité interministériel pour la promotion des partenariats publics-privés.
Donc, j'ajoute à cela la création aussi de l'agence de promotion des investissements, qui est la pièce maîtresse ou la pièce qui coordonne tous ces efforts-là dans ce qui est la promotion des investissements. Donc, cette agence est munie par le guichet unique, qui est l'interlocuteur unique, en tout cas pour l'investisseur, en termes de création, d'accompagnement et de suivi et d'évaluation des investissements. Donc, généralement, c'est le dispositif. C'est un dispositif relativement attractif, incitatif, et qui mérite bien sûr d'être toujours renforcé. Cet effort dans ce domaine a eu un résultat relativement acceptable. On constate déjà que le flux des IDE, que les investissements directs étrangers ont augmenté de 10% en 2021 par rapport à 2020, selon le dernier rapport de la CNUSED. Donc déjà, ça manifeste aussi en termes de création d'emplois. On constate qu'il y a aussi une nouvelle création d'emplois à travers, bien sûr, les investissements qui ont été agréés. Et aussi en termes même de nombre d'entreprises, malgré que le taux de survie de ces entreprises n'est pas toujours justement acceptable. Je voulais dire aussi que ces efforts continuent dans le temps. Nous travaillons à l'Agence de promotion des investissements sur plusieurs chantiers. Déjà, j'ai parlé sur la révision du Code des investissements qui date de 2012. Donc, on aura bientôt, Inch'Allah, dans 1 mois ou 2 mois ou plus tard, un nouveau Code d'investissement qui prend en charge peut-être d'autres activités qui n'étaient pas éligibles à l'actuel Code des investissements, qui prendra aussi en charge quelques chevauchements ou voire même des contradictions qu'on avait constatées au niveau de l'ancien Code et qui pourra peut-être présenter des solutions et plus d'avantages et de facilités en termes d'accès aux services. Donc, ce nouveau code, on est là-dessus et on présentera un draft, bien sûr, en parfaite concertation avec le secteur privé et avec les parties prenantes. Un deuxième chantier sur lequel je vais aussi mettre l'accent, ça a été signalé par monsieur le représentant du PNID, c'est qu'on est en train de travailler sur une banque de données, une banque de projets plutôt, pour être capable d'avoir en tout cas des projets bancables et des projets présentables avec des fiches techniques et des fiches détaillées pour qu'on puisse cibler non seulement des secteurs mais aussi des investisseurs. Parce que quand on vient pour offrir des opportunités d'investissement, c'est pas déjà suffisant, mais il faut qu'on présente aussi des fiches techniques pour des projets sur lesquels l'État s'oriente. D'autres chantiers, je citerai peut-être qu'on est en train d'élaborer une stratégie pour le développement de l'entrepreneuriat qui pose d'ailleurs un grand problème. Comme vous le savez, l'économie mauritanienne est une économie qualifiée, une économie informelle, avec une grande partie informelle, ce qui aussi représente une contrainte et une problématique qui mérite aussi d'être résolue. Je veux pas dire que tout est bleu, que tout est vert. Il reste beaucoup de choses à faire dans ce domaine, dans la promotion des investissements, et qu'on est là-dessus. Et sur ce, je termine pour laisser le débat ouvert pour éventuellement, s'il y a des questions ou des propositions même par rapport à notre stratégie de promotion des investissements. Je vous remercie. Merci, monsieur. Puisque nous n'avons, je suppose, pas encore notre intervenante tunisienne, et donc nous allons passer à l'intervenant suivant. L'intervenant suivant, donc c'est qui est le dernier à passer en tout cas sur ce panel, mais enfin, comme on dit en anglais, last but not least. Hassan Bayrik, vous êtes directeur, vous êtes d'abord un grand observateur de la zone pétrolière, de la scène pétrolière mauritanienne et gazière, vous la connaissez très très bien, et vous savez très bien l'impact que cela peut avoir sur les enjeux de l'environnement. Est-ce que la Mauritanie ne risque pas de gagner en gaz et perdre en poisson?
Merci, M. Gemel. Oui, quand on parle d'exploitation gazière, particulièrement en mer, ce qu'on appelle l'exploitation offshore, le premier enjeu et l'enjeu critique, ce sont les risques maritimes de ce type d'exploitation. Donc, par définition, les hydrocarbures exploités en mer sont d'un risque majeur a priori sur la ressource maritime dans son ensemble. Pour ce qui est de la corrélation avec le secteur des pêches particulièrement, et plus particulièrement en ce qui concerne la Mauritanie, les enjeux maritimes, les risques d'accident, les risques de pollution, tout type de risques, tous les types de risques liés à l'exploitation des hydrocarbures en offshore sont en priorité pour ce qui est du secteur des pêches de la Mauritanie. Pour aller très directement dans la configuration ou dans l'identification de ces risques potentiels, le premier concerne d'abord, ou si je pourrais faire une typologie, je pourrais les diviser en 3 types de grands risques ou de grands enjeux de l'exploitation gazière pour la Mauritanie. Le premier concerne les sites naturels protégés mauritaniens, à commencer par le parc national du Djawling, qui est en face, à moins de 15 km de la plateforme de liquéfaction du projet GTA. Nous avons l'autre champ gazier qui sera très prochainement développé, qui est le géant champ gazier Bir Allah, qui est lui aussi à plus de 50 km des côtes de la zone du parc national de Djawling et à peu près 80 km de Nouakchott. Donc nous avons la première barrière qui est le parc national de Djawling. Si nous remontons plus au nord du parc de Djawling, nous nous retrouvons avec le Chat de Boule, qui est une zone humide protégée à l'échelle mondiale et qui est un site Ramsar depuis plus de 40 ans. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est une no-go zone. On remonte plus au nord, nous avons le parc national du Ban d'Argan. Donc ce sont projetés sur la carte, nous avons ces 3 barrières de no-go zone qui font face à une multitude de champs gaziers d'une extrême importance pour le pays. La question va se poser après maintenant, question de l'importance, il va falloir choisir ou il va falloir trouver un compromis entre l'exploitation gazière et l'exploitation halieutique. Je vais un peu revenir là-dessus pour commenter ce point, mais je voudrais bien citer le second point d'enjeu pour le secteur maritime en Mauritanie. Il a été découvert depuis 2 décennies maintenant une barrière de corail d'eau froide qui est la plus au sud de la planète et découverte récemment. Donc les barrières de corail sont souvent ou ont toujours été découvertes ou existantes dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord-sud. Et la barrière de corail mauritanienne, et qui est une précieuse ressource historique, elle s'étend sur 400 km depuis Ndiago jusqu'au large du port de Nouakchott et au-delà. Et c'est une véritable barrière dans tous les sens du terme, aussi bien barrière maritime, corail, eau douce,
et barrières réelles à l'exploitation de nos champs gaziers offshore. Parce que si demain il sera question de développer, de construire des gazoducs pour acheminer le gaz depuis les plateformes offshore vers la terre ferme, il va falloir trouver une solution pour s'accommoder avec cette barrière de corail. L'autre troisième type d'enjeu est majeur et qui est le thème d'aujourd'hui, ce sont toutes les corporations, les villages de pêcheurs artisanaux tout au long du littoral. Et à eux seuls, nous en avons recensé, nous avons effectué un recensement il y a quelques mois, et à eux seuls, ils constituent déjà une barrière et un enjeu majeur. Donc, quel type de risque potentiel le secteur halieutique mauritanien pourrait-il être exposé? Il y a les déversements des hydrocarbures. Il y a les accidents en haute mer sur les plateformes de production et d'exploration. Et il y a bien entendu les gazoducs qui vont émailler les sous-marins. Donc la zone marine et sous-marine sur tout le littoral mauritanien est extrêmement sensible à l'exploitation gazière. Venant de moi, cela pourrait être un peu, disons, contradictoire parce que je suis du secteur gazier, je ne suis pas du secteur halieutique. Donc je ne suis pas en train de vous faire peur ou de faire un plaidoyer contre l'exploitation gazière. Non, tout au contraire. Moi, je fais un plaidoyer pour l'exploitation gazière, mais je souhaiterais une exploitation gazière responsable, écologique, et qui n'ait pas un impact négatif sur une autre ressource économique que moi, personnellement, je considère plus importante que notre secteur gazier. Pour de simples raisons. M. tout à l'heure vient de citer, la pêche en Mauritanie contribue après à 19% du PIB, avec plus de entre 200 000 et 300 000 emplois, avec des moyens d'investissement déjà entre 7 milliards et 10 milliards de dollars. Rien que pour l'aspect absorption de l'emploi, création, opportunité d'emploi et surtout durabilité, parce que là, nous sommes sur une ressource durable. Par comparaison, le secteur gazier, comme tous les secteurs extractifs, autant aussi que pour les secteurs miniers, ce sont les secteurs connus historiquement par être les moins absorbants d'emplois et contradictoirement les plus attractifs en termes d'investissement. Et pour finir, le gaz n'est pas une ressource renouvelable. Donc les enjeux sont là. Je ne parle pas des enjeux du développement du secteur halieutique en soi-même. Il y a des experts qui sont là, qui en ont parlé déjà. Mais je tiens à soulever ce point des enjeux et des risques liés à l'exploitation gazière dans notre pays. Cependant, il y a des solutions. Le compromis existe et il a existé dans d'autres pays. Il doit s'articuler autour d'investissements dans les moyens de prévention, dans la sensibilisation aussi bien des acteurs opérateurs du secteur gazier que des communautés locales vivant du secteur des pêches, tout autant que le monde académique ainsi que les institutions spécialisées du secteur halieutique qui sont en charge de ce secteur-là. Donc moi j'en appelle à un rapprochement entre toutes les parties prenantes du secteur maritime au sens large, opérateurs gaziers, opérateurs halieutiques, scientifiques et environnementalistes. Je crois que j'ai été assez long et je vous remercie.
Merci, cher Hassan, pour ce éclairage combien précieux. On va passer aux questions pour ceux qui en ont. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je me présente. Je m'appelle Djibril Dia. Je suis directeur général de Sounou Assurance Mauritanie. Et vous devinez aisément que ma question sera orientée vers justement les questions de couverture. Donc tout le monde sait que l'économie maritime mobilise beaucoup de moyens en termes d'investissement, mais en termes aussi de marchandises transportées. Ma question sera simple. Quelle est la difficulté rencontrée par les acteurs du monde maritime et même dans des acteurs du secteur halieutique? Quelle est la difficulté ou bien quelles sont les difficultés qui sont rencontrées pour la couverture de leurs risques? Parce que je constate qu'effectivement, les risques ne sont pas bien couverts en matière maritime. Donc il y a beaucoup de déficits de couverture. Et pourquoi? Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées? Est-ce des difficultés du côté des compagnies d'assurance ou bien est-ce des difficultés du côté du secteur halieutique, faute de moyens? Voilà ma question. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mokhtar. Je suis dans le secteur banquier. Ma question va aller droit au DGA de la PIM. Moi, j'aimerais savoir quel est le poids des IDE sur le secteur, en quelque sorte, sur le secteur halieutique. Est-ce que le poids est mesuré sur la base d'une statistique valable ou bien c'est des prévisions qu'on fait par rapport à ça? Je vous remercie. Salam alaikum. C'est le Mokhtar du ministère de la Pêche. Ma question concerne l'investissement. Est-ce que les révisions du code d'investissement, vous n'êtes pas allé trop loin pour encourager les investisseurs étrangers jusqu'à nuire aux promoteurs nationaux? Et c'est surtout la place de l'industrialisation dans les codes d'investissement qui a été très oubliée. Merci. Directement, par rapport à la première question qui concerne est-ce qu'il y a des statistiques viables par rapport à la contribution du secteur des pêches dans l'économie, bien sûr qu'il y a des statistiques qui sont disponibles partout. L'ANSAD, l'Agence nationale de statistiques, dispose d'un site qui peut en tout cas présenter toutes les statistiques possibles. En termes de création ou bien d'agrément au niveau de la PIM ou au niveau du guichet unique pour les entreprises dans le domaine des pêches, ça représente en tout cas une part importante, je dirais, en termes de création d'entreprises, mais pas en termes d'agrément au code des investissements. Parce qu'on a deux possibilités. On peut déjà créer son entreprise, mais travailler au droit commun. Mais quand l'investisseur opte pour avoir un agrément au code des investissements pour bénéficier des avantages, le secteur des pêches n'est pas majoritaire dans le nombre d'agréments. Par rapport à la création d'emplois, ou bien en tout cas les emplois engagés, je ne peux pas dire les emplois créés effectivement, mais plutôt des engagements des investisseurs. Parce que quand un investisseur présente son projet pour être agréé, il doit s'engager à remplir certaines conditions, dont un certain nombre d'emplois. En termes de création d'emplois, le secteur des pêches, pour ce qui est création 2020, il représente à peu près vers les 15 à 20%. Pour la deuxième question par rapport au code des investissements, je dirais que, et j'insiste là-dessus, que le code des investissements, ni l'actuel, ni le prochain code, ne fait pas de discrimination entre l'investisseur national et l'étranger. Donc toute disposition, ou toute facilité, ou tout avantage est accordé autant pour l'investisseur étranger que pour l'investisseur national. Donc il n'y a pas une discrimination, il y a une règle commune pour tous les investisseurs, mais il y a en contrepartie des engagements en contrepartie que l'investisseur, que ce soit étranger ou mauritanien, doit respecter pour qu'il bénéficie en tout cas des avantages du code des investissements. J'ajoute juste que la révision du code, l'actuelle révision du code qui est en cours, on avait créé un comité avec le secteur privé dont tous les intéressés ou tous les intervenants, toutes les parties prenantes sont représentés dans ce comité et on tient des réunions périodiques justement pour accueillir et pour recueillir aussi les remarques dont la vôtre. Je vous remercie. Merci. Sidel Mokhtar, inspecteur au ministère de la Pêche et de l'économie maritime.
C'est une question qui s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement aux représentants du PNUD. D'abord, je vous remercie tous pour vos pertinentes interventions, sans support informatique ni documentaire. Le sujet de notre rencontre aujourd'hui, c'est le site food. Vous avez parlé des investissements dans le privé. Mais qu'est-ce que la pêche peut attendre? La pêche, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, peut attendre des bailleurs de fonds en général et du PNUD en particulier. Je vous remercie. Parfait. Bonjour, c'est M. Diop Ahmad de West Africa Industry. Dans le secteur de la pêche, surtout au niveau de la pêche artisanale, nous avons de très petites entreprises qui veulent valoriser leurs produits, par exemple du séchage, l'emballage, pour valoriser vraiment les produits qui soient mis au marché. Mais qu'est-ce que le PNUD peut faire directement pour aider ces petites entreprises-là, pour qu'elles puissent accéder au marché, au financement d'abord, puis au marché? Je suis Oumoul Khaireon, une étudiante en biologie marine. En fait, ma question, je voulais l'adresser à monsieur le conseiller de la zone franche. J'ai eu à faire des études sur l'impact, des impacts de la toxicité des industries, des industries de pêche et de congélation. En fait, les déversements et les déversements qui sont dirigés vers, bien sûr, la baie du Lévrier. Je me demandais, est-ce que vous avez conscience de l'étude de la toxicité de ces déversements-là? Et est-ce qu'il y a des stations d'épuration pour, bien sûr, limiter ces dégâts? Je suis Ahmed El Haj. J'ai une usine à Nouadhibou de congélation de poissons. Vous savez, en Mauritanie, quand on fait un projet d'investissement, il y a beaucoup de paramètres qu'on prend en charge. Malheureusement, nous avons constaté une instabilité des taxes de tout type. Zone franche, les ports, les mairies, tout ce qui vient. Vous savez qu'on fait une étude, on prévoit tout sur un délai d'amortissement. Mais tous les ans, il y a des nouvelles taxes qui apparaissent. Et jamais quelques-unes qui disparaissent. Ça, c'est tous les investisseurs de Nouadhibou le savent. Il y a un deuxième problème beaucoup plus grave, c'est que nous avons beaucoup de régimes douaniers. Et nous sommes obligés de faire ce que moi j'appellerais une danse entre les régimes. Il faut traiter avec celui-là, avec l'autre et avec l'autre. Est-ce que vous prévoyez quelque chose dans ce sens? Parce que nous, à chaque fois qu'on trouve un partenaire et qu'on lui présente un projet à faire ensemble, oui, mais à condition, vous garantissez la stabilité des taxes. Et si jamais votre État les soulève, c'est à votre charge. J'investis. Mais si la Mauritanie présente un code d'investissement, il doit être, pour nous, il doit être valable pour la durée du projet, au moins pour la durée de l'amortissement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Je m'appelle Ahmed Khouba, je suis le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale de pêche. Ma question s'oriente vers le directeur adjoint de la PIM. C'est par rapport au nouveau code des investissements qu'ils sont en train d'élaborer. J'ai juste une observation par rapport à l'ancien code de 52-2012 qui porte
code d'investissement c'est-à-dire daté du 31 juillet 2012 qui remplace et abroge celui de 2002 et dans lequel c'est-à-dire un régime incitatif appelé régime de points francs qui garantit une stabilité quand même pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, de 20 ans de régime. Cette disposition n'a jamais été, je pense qu'elle a été quelque part non respectée par les régimes, c'est-à-dire le ministère des Finances qui a, c'est-à-dire je m'explique, cette mesure, ce régime de points francs garantit normalement une stabilité pour les investisseurs de 20 ans. Toutefois, il a été révélé que le ministère des Finances a pris des dispositions envers ces investisseurs. Nous souhaitons que le prochain, c'est-à-dire le code d'investissement qui est en cours d'élaboration, en cours de finalisation, ne soit pas encore un document qu'on va valider et qu'on ne va pas respecter. C'est-à-dire, j'espère que la PIM, comme étant une institution nouvelle, dont la vocation c'est de promouvoir les investissements, qu'elle puisse avoir un œil de regard sur l'applicabilité des textes. Sinon, vraiment, c'est inutile de faire des textes qui ne seront pas appliqués. Je vous remercie. Bonjour, je suis Mamadou Dambasek, vétérinaire. Je vous remercie beaucoup de ces interventions, mais je voulais que le monsieur qui nous a parlé de la coexistence entre le secteur gazier et les ressources halieutiques là, revienne un peu sur ce point, nous donner des exemples par exemple de ce qui s'est passé dans le cas échéant, c'est-à-dire où par exemple il y a eu des problèmes, s'il y en a des exemples, des illustrations, ou sinon de nous faire montrer un tout petit peu quelle serait la catastrophe, le désastre, lorsque vraiment cette coexistence ne sera pas bien surveillée comme il a bien voulu dire, quoi. Alors, bonjour, tout d'abord je me présente, je m'appelle Mohamed Ali Oubeid, responsable commercial à Pagloïd, Sogeco, cellule à Pagloïd. Très rapidement, nous constatons qu'il y a un manque vu à cause de l'offre et de la demande à Nouadhibou. On constate qu'il y a un manque de conteneurs et la route entre Nouakchott et Nouadhibou n'est pas très navigable. Donc, quelles sont les actions que vous avez mises en place pour rendre cette voie plus navigable? Toujours à Monsieur Investissement. Bon, mettre les investisseurs étrangers et mauritaniens déjà dans les mêmes conditions, c'est un pas. Mais est-ce que les nationaux ne mériteraient pas un bonus, une certaine faveur pour les encourager plus? Merci. Donc je vais essayer de répondre rapidement à ces deux questions qui me sont adressées. La première concernait la stabilité des conditions d'investissement qui a été évoquée par M. le secrétaire général de la Fédération des pêches. Moi, je vous rejoins quasiment dans cette idée qu'effectivement, le code d'investissement prévoit dans les garanties qu'il procure la stabilité des conditions durant toute la durée de l'activité. Ça, c'est déjà un acquis et c'est un engagement et c'est une disposition très claire. Non seulement l'ancien code ou l'actuel code, mais aussi le nouveau code, bien sûr, le prévoira. Mais le problème, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le cas par cas, c'est l'application. Bon, à mon avis, personnellement, je ne sais pas s'il y a des cas peut-être selon vous, mais je pense que ces cas doivent être traités cas par cas. Certainement, il y a des explications. Donc, on ne peut pas, en tout cas, généraliser pour dire que cette disposition n'a jamais été appliquée. Oui, elle a été appliquée pour certains projets, certainement. D'autres projets, peut-être qu'ils ont subi peut-être des complications. Je n'en sais rien, mais en tout cas, je vous rejoins dans l'idée que vraiment, quand il y a un texte, c'est pour être appliqué, pour qu'il soit efficace, pour qu'il soit performant. La deuxième question, c'est par rapport aux privilèges ou bien les avantages accordés plutôt pour les nationaux que les étrangers. Je dirais en tout cas deux idées par rapport à ça. Déjà, la nouvelle vision pour les codes des investissements, selon le benchmarking qu'on a fait au niveau de la sous-région, au niveau du monde, c'est que les législateurs s'orientent plutôt vers les dispositions, les facilités
pas vers les avantages ou les exonérations fiscales, mais plutôt vers les facilités administratives, vers la justice commerciale, l'accès au crédit, l'accès au financement et suite. Ça, c'est un. De deux, dans notre programme à la PIM, on compte sur ce qu'on appelle le ciblage. On aura bientôt une banque de projets, mais aussi on va essayer de cibler des projets et des secteurs pour les encourager plus que d'autres secteurs. Donc ce qui impliquera bien sûr que les investisseurs qui vont s'orienter vers ces secteurs-là auront peut-être plus d'avantages et plus de facilités que les autres investisseurs. Merci. Merci bien. Merci à tous ceux qui ont bien voulu m'adresser des questions et qui portaient sur l'accompagnement que le Programme des Nations Unies pour le développement peut apporter au secteur de la pêche. Il faut d'abord dire que c'est un secteur qui est complexe et qui mérite des réponses holistiques. Ce qui veut dire que le PNUD à lui tout seul n'a certainement pas l'ambition de régler tous les problèmes, mais plutôt de travailler avec l'autorité de tutelle, qui est le ministère donc en charge des pêches, et une série de partenaires avec lesquels nous travaillons main dans la main. De manière spécifique, à nous, nos points d'entrée, c'est d'abord la gouvernance d'un secteur, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement du secteur, regarder les règles et les politiques et les stratégies qui sont en cours, regarder comment sont structurées, organisées également les corporations. Je vais vous donner par exemple le cas de la pêche artisanale, puisqu'il y avait une question spécifique là-dessus. J'ai eu l'occasion de me rendre à Nouadhibou, de rencontrer les acteurs sur place pour mieux comprendre leurs problématiques et voir quel type de réponse apporter. Parce qu'il n'y a pas de solution unique donc, aux problématiques, elles sont spécifiques. Et là, clairement, ce qui était ressorti, c'était un besoin de structurer ces acteurs en coopérative pour mutualiser leurs ressources, déjà, de manière à pouvoir leur donner un minimum de protection. Ça, c'est quelque chose qui était important. Deuxièmement, c'était d'investir également dans des activités génératrices de revenus. Il y a très peu de transformation. Donc, on a de la ressource brute, mais on la transforme très peu. Donc voilà des choses concrètes sur lesquelles donc, nous travaillons, donc, dans le cadre notamment de la pêche artisanale. Un autre angle sur lequel nous travaillons, c'est l'angle qui est protection de la ressource, préservation de l'environnement, qui est essentiel. Je crois que notre collègue nous disait tout à l'heure que c'est une ressource qui donc se renouvelle, mais à condition de l'exploiter de manière durable et rationnelle dans le temps. Ce qui veut dire qu'il faut investir dans sa propre préservation et protection. Donc voilà des choses sous lesquelles nous investissons, parce que comme vous le savez, le PNUD est un acteur majeur en matière donc, de protection de l'environnement. Donc ça, ce sont des actions très claires sur lesquelles donc, nous travaillons dans le cadre de ce que nous appelons la contribution nationale déterminée. Comme vous le savez, la Mauritanie a eu sa délégation qui s'est rendue à la COP récemment à Dubaï. Et ces éléments-là, justement, la préservation, la protection contre les changements climatiques, s'assurer que la ressource donc, ne disparaisse pas rapidement, qu'elle soit gérée dans le temps, est extrêmement important. Alors, un autre angle qui est extrêmement important, c'est la formation, l'encadrement, et de manière à pouvoir permettre, justement, vous parlez de PME, c'est l'accompagnement dans quelque chose qui est très simple, c'est la normalisation, par exemple. Lorsque vous exploitez des ressources et que vous n'arrivez pas à bénéficier de programmes de normalisation, c'est extrêmement difficile d'exporter. Vous savez tous que, par exemple, le poulpe est extrêmement donc, demandé par le Japon, par exemple. Mais est-ce que l'option de la Mauritanie, c'est de l'exporter en l'état, ou est-ce qu'on va plus investir pour créer de la valeur et la retenir ici? Ce sont des débats. Donc, mais pour cela, il faut investir justement dans ces éléments de normalisation, ces éléments de branding. Ce poulpe, par exemple, on vous dit qu'au Japon, ce poulpe qui est un peu rose, on parle du poulpe de la Mauritanie. Mais est-ce que c'est perçu comme étant made in Mauritanie? Ça, c'est pas évident. Donc, il y a ces investissements sur lesquels nous, on peut apporter un accompagnement. Donc, dans le cadre donc, des institutions donc, africaines de normalisation et donc de manière à pouvoir donc, aider. Beaucoup de choses peuvent être faites, mais encore une fois, c'est un travail qui est fait de concert avec beaucoup d'autres acteurs. Il ne s'agit pas du PNUD seul. Nous avons par exemple dans le cadre du système des Nations Unies la FAO qui travaille plus spécifiquement sur les questions de food. J'avais une question là-dessus qui me disait que cette conférence, ça parle de seafood. Mais seafood, c'est vrai, mais n'oublions pas que seafood n'existe pas si seafood n'est pas préservé.
Si Seafood son exploitation n'est pas organisée, et il n'y a pas d'investissement dans ce domaine-là. Donc c'est un tout. Et je pense que c'est cette approche holistique donc, de ce secteur qu'il faut avoir pour vraiment en faire un moteur de la croissance et de la transformation de la Mauritanie. Je vous remercie. Allez-y. Je voudrais rebondir sur la question qui concerne le déversement des eaux usées dans nos côtes, et c'est particulièrement sur la plage de pêche de Nouadhibou. Je dirais que la zone franche est l'un des grands soucis qu'elle s'est prise en considération, celui évidemment de la protection de l'environnement. Et nous avons créé une cellule dans notre institution qui est chargée de cette question d'environnement. Et l'un des projets structurants de la zone franche, c'est celui de la station de traitement des eaux usées, pour lequel nous avons lancé un appel d'offres et 2 sociétés ont été retenues et il a été classé PPP, donc c'est très prochainement nous aurons notre station de traitement des eaux usées à Nouadhibou qui va permettre évidemment de limiter ces dégâts au niveau de nos eaux et qui menacent notre richesse, qui est notre source principale d'activité. Je veux dire que nous, dans la zone franche, évidemment, il y a effectivement un chevauchement de régimes fiscaux au niveau de la zone franche. Le régime de la zone franche, le régime commun, le point franc. Et que nous, au niveau de la zone franche, nous veillons à ce que les investisseurs qui sont agréés chez nous soient assujettis à la taxation conforme à l'exonération que j'ai citée auparavant. Et nous demandons aussi à l'État pour essayer d'apporter évidemment une solution à ce chevauchement de la taxation pour permettre aux sociétés agréées de bénéficier exactement de ce qui a été convenu avec nous. Merci à tous. Merci à M. Habiboullah, qui est directeur général adjoint de la PIM, M. Ndiaye, qui est représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie, Hassan Mbari, qui est donc l'une des vedettes de l'exploitation gazière de Mauritanie, et puis au Dr Bedaï, qui est du conseiller du président de l'autorité de la zone franche. Merci aux organisateurs de nous avoir donné l'occasion de faire ce débat.